Bonjour et merci de me rejoindre dans ce module AP Starter dont l'objectif est de vous donner toutes les informations initiales pour pouvoir ensuite participer à nos cycles de formation traditionnels et en l'occurrence ici, le cycle Wi-Fi 1. Alors, on va découvrir ensemble la première mise en service d'un point d'accès et on parcourra ensemble les quelques écrans d'administration et de configuration de cette borne qui me semble nécessaire qu'on ait vu justement avant d'évoquer ensemble sa configuration plus en profondeur quant à la diffusion d'un signal Wi-Fi et ce qu'on voit donc dans le cours en présentiel. Et pour les besoins de cette formation, on va travailler sur un point d'accès. Alors, je vous en montrerai d'autres, mais on va travailler sur un point d'accès qui est une WAX 6103DI. Donc, je vous montre ici. Donc, on va travailler avec celle-ci. C'est cette borne dont on va manipuler les écrans de configuration. Alors, juste cette borne-ci, on reviendra sur d'autres points d'accès ensuite. Je vous montrerai d'autres exemples de points d'accès. Elle a une particularité, c'est que on y accède au travers de son connecteur réseau en Ethernet ici, hein, on voit bien le connecteur réseau, et il n'y a pas de connecteur d'alimentation traditionnel, c'est une borne qui ne s'alimente qu'en PoE. Tous nos points d'accès sont alimentables en PoE, celle-ci est alimentée uniquement en PoE. Autre particularité de cette borne, elle dispose d'un autre connecteur RJ45 pour repartir sur un environnement Ethernet avec un VLAN ou sans VLAN particulier. Elle dispose d'un petit bouton pour la resetter si on le souhaite. Et elle a une autre particularité, une chose qui fait une de ses spécificités, c'est qu'elle peut diffuser son signal soit avec un format de diffusion adapté à une diffusion murale, soit à une position au plafond. Et pour choisir l'un ou l'autre de ces deux modes de diffusion, vous avez un petit interrupteur ici qui est sérigraphié Ceiling Wall. Et donc, vous choisissez si vous voulez Ceiling plafond ou Wall pour une diffusion murale. Alors, je reviendrai sur ce point d'accès spécifique un peu plus tard. Je vous ai également apporté quelques autres points d'accès pour voir les différentes formes extérieures dont nous disposons dans la gamme des points d'accès Wi-Fi chez XL. On ne va pas rentrer dans le détail de chacun des points d'accès. C'est pas l'objectif, mais juste pour vous faire une rapide présentation des points d'accès. Donc, vous avez des points d'accès au format détecteur de fumée, tout aussi rond, mais beaucoup plus petit, un tout petit peu plus épais que la WAX 6103 que l'on vient de voir. Donc, vous avez plein d'équipements qui sont dans ce format-là, voire même des équipements comme celui-là avec des connecteurs pour mettre des antennes externes, alors que sinon, vous avez des antennes qui sont internes et qui sont donc dans la carcasse du point d'accès, qui ont été positionnés de manière optimale pour diffuser en fonction de la position physique de la borne. Voilà un autre exemple. Vous avez des points d'accès donc plus traditionnels où là, je vais avoir un connecteur ou des connecteurs d'antennes externes sur la borne qui vont me permettre deux choses. D'abord, de positionner physiquement les antennes en fonction de la manière dont je veux qu'elles diffusent. Et deuxièmement, potentiellement, d'enlever ces antennes pour pouvoir les remplacer ou voire même les déporter à un autre endroit que là où se trouve physiquement la borne et donc diffuser dans un autre environnement géographique. J'ai également des points d'accès dits haute densité, donc les WAX 65. Donc voilà un exemple d'une WAX 65 qui ressemble de loin à une WAX 61 telle que je vous l'ai présentée tout à l'heure, donc ronde également, un peu plus épaisse, avec également des connecteurs RJ45 sur sa tranche. Cette fois-ci, je dispose d'un connecteur pour lui positionner une alimentation traditionnelle, même si bien évidemment, c'est un point d'accès qui est alimentable au travers d'une connexion PoE. Nous disposons également de points d'accès qui ont cette forme. Alors, c'est ce qu'on appelle des points d'accès in-wall. Ce sont des points d'accès spécifiques, donc qui vont diffuser du signal Wi-Fi, mais qui se positionnent sur un boîtier de cloison sèche. Donc, vous avez une plaque que l'on vient fixer au mur, avec ici en sortie du boîtier de cloison sèche la connectique RJ45 en PoE uniquement. Je vais donc avoir un port d'uplink ici pour faire arriver et l'Ethernet et la partie alimentation du PoE. Et puis mon point d'accès viendra donc se positionner directement sur le mur avec un point d'accès qui est relativement fin, plutôt joli, avec toute une série de LED que l'on peut bien sûr désactiver pour éviter que ça fasse sapin de Noël dans une chambre d'hôtel dans laquelle on l'aurait positionné. Et puis si je le souhaite, j'ai également sur la tranche inférieure une série de ports RJ45 pour repartir sur des connectiques filaires pour, par exemple, alimenter en réseau une télévision, un téléphone, puisque l'un de ces ports est également un port qui sort en PoE. Il peut donc
si on le souhaite, alimenter un autre équipement en PoE. On l'alimente en PoE et il peut lui-même alimenter un autre équipement en PoE. Autre exemple de forme physique de nos points d'accès, les points d'accès dits extérieurs, où cette fois-ci j'ai une carcasse qui est beaucoup plus solide et beaucoup plus résistante pour bien sûr être capable de lutter contre les aléas climatologiques auxquels je devrais faire face en extérieur, avec ici des connecteurs pour positionner les antennes que je souhaite utiliser dans mon environnement pour définir comment ma borne va couvrir d'un point de vue Wi-Fi, d'un point de vue signal, l'environnement dans lequel elle se trouve. Donc voilà pour un très rapide tour des formes physiques des points d'accès dont nous disposons. Alors, la totalité des points d'accès que je vous ai présentés ici, en tout cas ceux que j'ai choisi de vous présenter, vont suivre un diagramme de fonctionnement quant à leur configuration réseau. Donc, je parle en particulier la 6103, mais les autres points d'accès vont suivre le même diagramme de formation si tant est qu'elle soit compatible avec le contrôle Wi-Fi. Alors, le diagramme, le voici. Lorsque je démarre un équipement comme celui-là, la première chose qu'il va faire, c'est chercher à savoir s'il est dans un environnement IP qui est viable et dont la configuration serait automatique. Dispose-t-on dans l'environnement réseau d'un serveur DHCP? Si la réponse à cette question est non, on va donc partir sur un point d'accès qui va rester en mode autonome et qui va obtenir une configuration réseau en 192.168.1.2. Donc la borne va elle-même s'octroyer le droit d'utiliser cette IP et sera administrable au travers de cette IP. Le serveur DHCP, s'il est présent et s'il est capable de répondre, va offrir une IP à notre borne qui, dans ce cas-là, continuera à être utilisable au travers d'une IP acquise dynamiquement. La seconde question que va se poser la borne, est-ce que le serveur DHCP a été capable de lui fournir une option spécifique qu'on appelle l'option CapWAP, dont le numéro est le numéro 138. Cette option permet à un environnement réseau de propager une information complémentaire qui est la présence d'un contrôleur Wi-Fi dans l'environnement et dont on connaît maintenant, grâce à cette option, l'adresse IP. Si le serveur DHCP a été capable de fournir l'information à ma borne, dans ces cas-là, ça va l'aider à plus facilement contacter le contrôleur. Si jamais cette information n'existe pas, dans ces cas-là, ma borne va envoyer un broadcast pour crier simplement à l'ensemble des équipements qui l'entourent. Est-ce que parmi vous, certains vous sont capables de jouer le rôle de contrôleur Wi-Fi? Donc, soit l'option 138 est présente, auquel cas la borne va pouvoir contacter le contrôleur, soit il n'y a pas l'option 138 et la borne va envoyer du broadcast. Si un équipement reçoit le broadcast mais n'y répond pas, personne dans l'environnement réseau n'a su répondre au broadcast favorablement pour contrôler la borne. Dans ces cas-là, ma borne restera autonome avec une configuration réseau dynamique. Donc, elle sera cliente DHCP et pourra être configurée au travers de son interface web traditionnelle. Si jamais quelqu'un a répondu au broadcast ou si l'option 138 avait été positionnée avec l'IP d'un contrôleur Wi-Fi, la borne va se permettre de contacter le contrôleur. Elle va le contacter pour savoir s'il serait d'accord pour qu'elle rejoigne le cheptel de l'environnement de contrôle qu'il est apte à manager. Donc, si le contrôleur reçoit cette information et qu'il accepte de contrôler la borne devient contrôlée, mais reste cliente DHCP avec donc un adressage IP dynamique. Si le contrôleur a reçu cette question, il a reçu la demande de contrôle, mais qu'il n'accepte pas la borne, tant qu'il n'a pas accepté la borne reste autonome avec une configuration IP dynamique. Alors, si je prends le cas de ma 6103 ici, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai connecté ma borne à l'environnement réseau par le biais du connecteur RJ45 qui lui a donc également injecté une alimentation électrique. Donc, elle a démarré. Est-ce qu'elle a trouvé un serveur DHCP? La réponse est oui, puisque sur ma table, je dispose également d'un routeur qui fait DHCP. Donc, elle a obtenu une IP dynamique. Est-ce que j'avais pris le soin de positionner l'option 138, l'option CapWAP? La réponse est non, donc ma borne a envoyé un broadcast. Quelqu'un a-t-il répondu au broadcast? Oui, car le routeur que j'ai choisi d'utiliser est un USG et l'USG sait jouer le rôle de contrôleur Wi-Fi. Elle a donc contacté mon contrôleur, mais le contrôleur, pour l'instant, en tout cas, je n'ai pas choisi de le faire, n'a pas accepté la borne. Donc, pour le moment, nous nous trouvons dans une borne qui est dans la situation entourée en vert en haut à droite. Elle est autonome, étant client DHCP avec un adressage IP dynamique. Comment est-ce que je peux le vérifier? Tout simplement en lançant zone
Pour ceux qui ne le connaissent pas, Zixel One Network, c'est un outil de découverte de l'environnement réseau Zixel avec la découverte des équipements compatibles et potentiellement la manipulation de ces équipements pour des fonctionnalités de base, la configuration réseau, le changement des firmware, etc. Donc, on voit ici que dans mon environnement réseau actuel, je dispose d'un USG 110, c'est le fameux routeur que j'ai choisi d'utiliser comme serveur DHCP, qui serait apte à faire du contrôle Wi-Fi, mais ce n'est pas ma mission pour le moment. Et je dispose également donc de ma WAC 6103 DI, qui a une adresse IP qui a été obtenue dynamiquement en 1.37 et qui pour l'instant n'est pas contrôlée. Si la borne avait été contrôlée, j'aurais pu le voir également dans Zone, puisque le pictogramme représentant la borne ici change. On garde l'image de la borne, mais il y a un petit pictogramme qui est relatif au contrôle de la borne Wi-Fi. Donc ici, j'ai une borne qui est autonome avec un adressage IP dynamique. Alors, j'en profite pour faire un rapide tour des différents voyants qui composent la borne en façade ici. Alors, si jamais vous avez une borne près de vous, vous pouvez faire la vérification en même temps. Si je prends la borne en regardant le logo face à moi, donc logo dans le bon sens, hein, Zixel ici, et que je pars de la gauche vers la droite, j'ai premièrement un voyant qui m'indique l'état de fonctionnement de la borne d'un point de vue démarrage. Ici, tac, mon voyant de démarrage, il est vert et il est fixe. Si le voyant clignote, c'est quelque chose est en cours. Si c'est en rouge fixe, c'est mauvais signe. Si c'est en rouge clignotant très vite, c'est que la borne se met à jour d'un point de vue firmware en ce moment. Ce n'est pas le cas. Pour l'instant, c'est vert, c'est fixe, tant mieux. Ensuite, j'ai un voyant qui est relatif, ici, on le voit là. Alors, c'est la forme du logo, c'est une sorte de serpentin hein, qui tourne donc sur lui-même. C'est le logo qui est relatif au contrôle Wi-Fi. C'est exactement ce logo-là que j'aurais sur mon Zone si la borne avait été contrôlée. Hein, le petit pictogramme qui représente la borne se serait vu affublé de ce petit logo en forme de serpentin. Ici, le voyant clignote. Ça veut donc dire que la borne n'est pas contrôlée. Hein, le voyant n'est pas fixe, mais qu'elle continue de vérifier autour d'elle s'il n'y a pas un contrôleur. Elle continue à broadcaster ou à chercher une option 138 dans le DHCP. Elle continue autour d'elle à vérifier si on ne dispose pas d'un contrôleur Wi-Fi. Peut-être même qu'ici, elle en a trouvé un, mais que le contrôleur ne l'a pour l'instant pas accepté. Si la LED est verte et fixe, ça veut dire que la borne est définitivement contrôlée par un contrôleur. J'ai ensuite deux petites LED 2,4 estampillées 2,4 et 5 GHz qui représentent les deux cartes radio de ma borne. C'est une borne double radio qui s'est donc diffusée et en 2,4 et en 5 GHz. J'ai un voyant ensuite qui représente le connecteur Ethernet lié à l'uplink. Hein, donc ça, c'est la jonction à mon réseau local. Ici, le voyant clignote parce que j'ai une activité quelconque au niveau de mon réseau local. Et puis, j'ai ensuite un voyant qui est relatif au report RJ45 supplémentaire qui pour l'instant est débranché, donc qui sera complètement éteint. Si je branche un connecteur dessus et qu'il y a de l'activité, il va clignoter au même titre que le voyant Ethernet qui est à côté. Et pour terminer, j'ai un petit voyant qui va me permettre de localiser la borne dans un couloir, par exemple, où j'aurai plusieurs bornes, la LED du locator, que je vais pouvoir activer dans l'interface de configuration, mais que je peux également activer au travers de zones. Hein, si je souhaite activer cette LED, il me suffit simplement ici de venir le faire au travers de zones, ce qui va faire clignoter la petite LED qui est ici. Donc si par exemple ma borne est dans un long couloir où j'en ai 4 ou 5 et que je dois absolument intervenir sur celle-ci, je peux au travers de zones la faire clignoter. Si je veux retrouver ma borne dans un faux plafond un peu obscur, je vais pouvoir plus facilement la localiser grâce à cette petite LED locator. Donc voilà pour la 6103. Donc je vous l'ai dit, particularité, elle ne s'alimente qu'au travers d'une connexion PE. Je n'ai pas voulu mettre de switch sur ma table, donc je me suis permis d'aller chercher un injecteur PE à la place d'un switch PE. Donc j'ai une unité d'alimentation électrique qui est un injecteur plutôt qu'un switch. Donc je connais maintenant l'IP de ma borne. Si je souhaite, je peux la changer et la passer en IP fixe directement au travers de zones. Tout comme je peux également renouveler le bail DHCP de ma borne si celui-ci doit changer. C'est également par le biais de zones que, si je le souhaite, je peux venir mettre à jour le firmware de ma borne. Firmware que je peux récupérer en local si je suis allé le télécharger, mais je vous reparlerai de la gestion des firmwares au travers de l'interface graphique un peu plus tard. Firmware que je peux, si je le souhaite également, mettre à jour online au travers de Zone. Zone va se charger d'aller chercher le dernier firmware pour l'injecter sur ma borne.
Voilà, je connais maintenant l'état actuel de ma borne, je connais son adresse IP, je vais donc pouvoir me connecter à son interface graphique de configuration au travers de mon navigateur habituel. Je vais pouvoir taper l'adresse IP ici. L'écran qui m'accueille m'informe que le point d'accès dont je dispose peut potentiellement être connecté à l'environnement Nebula. Nebula qui est un environnement de configuration, de management, de surveillance et d'administration des équipements dans le cloud. Alors, particularité de ce point d'accès, tous ne le sont pas, mais celui-là l'est, c'est que le point d'accès dont je dispose ici est Nebula Flex. Nebula Flex signifie que le point d'accès peut garder un mode traditionnel de configuration autonome, mais si je le souhaite, il peut être manipulé au travers de Nebula. Je peux le nébuliser. Évidemment, dès qu'il est pris en charge par l'environnement Nebula, il n'a plus d'interface locale de configuration. Toute la configuration du point d'accès se fait au travers de l'interface NCC, le Nebula Control Center. Alors celui-là a une particularité supplémentaire, c'est qu'il est dit Nebula Flex Pro. Il a donc 3 modes de fonctionnement: autonome, nébulisé ou administrable au travers d'un contrôleur Wi-Fi. C'est moi qui vais choisir comment je veux manipuler, configurer, surveiller mon point d'accès. Pour les besoins de cette formation en ligne, on va rester sur un mode de fonctionnement traditionnel, autonome, pour ce point d'accès. Donc je vais choisir de rester en mode autonome. Je m'authentifie sur le point d'accès avec les informations traditionnelles d'authentification sur les produits XL, admin en minuscule, 1, 2, 3, 4. Et j'arrive ensuite sur un premier écran qui est un assistant de configuration. Alors l'assistant initial de configuration va m'aider à faire cette première mise en service et à passer les premières étapes de configuration, entre autres la mise à l'heure du produit, la configuration des SSID, mais je peux très bien, si je le souhaite, bypasser cet assistant de configuration pour faire les choses moi-même, à la main, dans l'interface de configuration, et ce sera nettement plus pédagogique pour moi que de passer par le biais d'une configuration manuelle plutôt que de passer par l'assistant. Je vais donc me permettre de contourner l'assistant initial d'installation pour arriver sur le dashboard de ma borne. Alors, l'assistant ayant été contourné, j'arrive sur le dashboard qui commence par m'alerter sur des potentiels problèmes liés au SNMP. C'est un message d'alerte ici qui m'indique que le SNMP, qui est entre parenthèses une méthode de management, de configuration, de surveillance des équipements qui supportent le protocole SNMP, a une configuration par défaut qui n'est pas idéale. Pourquoi? Simplement parce que le SNMP travaille avec la notion de communauté. Or, ces communautés, ce sont des chaînes de caractères que l'on va choisir d'interroger. Et évidemment, il faut être cohérent entre l'environnement SNMP que j'ai choisi de mettre en place et les chaînes de caractères que j'ai choisi de définir sur les équipements qui supportent le SNMP, ma borne ici en l'occurrence. Et par défaut, les communautés qui sont positionnées sont les communautés traditionnelles, public, private. Et ces communautés, elles sont connues de tous et il suffirait simplement que quelqu'un vienne interroger ma borne ou au travers du protocole SNMP avec ces communautés par défaut et potentiellement puisse récupérer de l'information, ce qui constituerait le début d'une faille de sécurité puisqu'en connaissant la configuration de ma borne, on peut potentiellement accéder à des environnements auxquels on ne devrait normalement pas avoir le droit d'accès. Donc la première chose qu'il va falloir que je fasse, c'est soit désactiver complètement le SNMP si je sais que je n'en ai pas besoin, soit modifier ces communautés pour qu'elles deviennent des communautés dont la chaîne de caractères est un peu plus personnalisée que les valeurs par défaut, en utilisant autre chose que public et private. Donc c'est ce que je vais faire ici. Donc je vais choisir d'aller configurer le SNMP. Alors, si je clique ici, je vais automatiquement me retrouver dans la configuration du SNMP de ma borne. Alors, j'ai ce message qui peut apparaître parfois, qui est lié au fait que ma borne est Nebula Flex et Nebula Flex Pro en l'occurrence, et qui va me rappeler régulièrement que si je le souhaite, je peux l'administrer au travers de l'interface Nebula. Ça ne m'intéresse pas, j'ai déjà expliqué que je voulais la configurer de manière autonome. Je vais choisir de ne plus afficher ce message. Donc, c'est par le biais ici de la configuration du SNMP que je vais choisir soit de le désactiver complètement, soit de le laisser actif, mais en modifiant les communautés par défaut. Donc, public devient mon mot de passe SNMP et privé devient mon deuxième mot de passe SNMP. Bien sûr, on adapte la configuration à l'environnement SNMP que l'on a choisi de mettre en place.
Et peut-être que je vais devoir envoyer des alertes, des trappes SNMP à mon serveur SNMP qui serait en 1.10 par exemple. Bref, j'adapte ma configuration SNMP à la configuration en vigueur dans mon environnement ou je désactive complètement le SNMP si je n'en ai pas besoin. Alors, avant de passer à la configuration à la gestion des fichiers de configuration et des firmware, revenons un instant sur le dashboard, qui est l'écran qui m'accueille au tout début de la connexion à mon environnement web. Alors, ce dashboard, comme la plupart des dashboards des équipements XL, il est purement informatif et il est très pratique. Il m'aide à mieux comprendre l'état de santé, l'état de fonctionnement de mon produit et sa configuration actuelle. Par exemple, le modèle de la borne, le numéro de série, les adresses MAC, le firmware, on y reviendra juste après, mais connaître ainsi la version de firmware actuelle de la borne, qui est connectée, l'admin pour le moment, les ressources utilisées sur la borne, est-elle surchargée ou au contraire est-elle largement sous-exploitée et peut-elle continuer à assurer son office correctement ou est-ce que je dois rajouter d'autres points d'accès pour suppléer à celle-ci? La configuration réseau de ma borne, ici je vois que elle est en 192.168.1.37, c'est la configuration actuelle. Je peux déplacer les widgets comme je souhaite. La configuration Wi-Fi de ma borne également. On est bien sur un point d'accès double radio, 2,4 et 5 GHz. Quels sont les canaux utilisés par chacune de ces radios et combien de stations, combien de clients Wi-Fi sont actuellement connectés sur ma borne. Donc, ce sont des informations qui sont primordiales dans la compréhension du fonctionnement actuel de mon équipement. Alors, je vais revenir sur la gestion des firmware qui peut se faire par le biais du menu de maintenance, mais auquel je peux accéder directement en cliquant sur le lien ici, Firmware Version. J'arrive directement sur l'onglet de maintenance dans le menu File Manager et je vais pouvoir ici injecter, si je le souhaite, un nouveau firmware sur ma borne. C'est par le biais de cet écran que je vais venir injecter le binaire du firmware que j'aurai bien sûr récupéré dans l'archive correspondante que je vais télécharger sur le site de Zixel. Donc, sur le site de Zixel.fr, je vais me rendre sur la page produit de la borne dont je dispose. Je vais aller dans le menu correspondant pour aller chercher l'archive que je décompresse. J'en extrais le binaire que j'injecte ici. Injecter le binaire revient à ce que la borne commence à travailler avec le nouveau firmware que j'ai choisi de lui injecter en adaptant la configuration actuelle à ce nouveau firmware en redémarrant. Donc bien sûr, toute injection de firmware fait redémarrer la borne. Avant de recommencer à travailler sur la borne, je ferme mon navigateur, je vide le cache et je peux commencer à travailler avec la nouvelle version du nouveau firmware de ma borne. Dans l'écran qui est juste à côté, l'onglet Configuration File, je vais pouvoir retrouver ici tous les fichiers de configuration que ma borne connaît actuellement. Alors, précision, la borne est capable de conserver un certain nombre de fichiers de configuration qui vont, pour ceux que j'aurais choisi de stocker moi-même à cet endroit, résister au reset de la borne. Là, avant de commencer cette formation, pour les besoins justement de cette formation, j'ai reseté avec un trombone la borne. Malgré tout, je retrouve des fichiers de configuration qui ont été stockés il y a un certain temps, malgré le reset de la borne. Et donc, je vais pouvoir ainsi stocker des fichiers qui me serviraient. Par exemple, imaginez que vous fassiez une mauvaise manipulation, vous perdez la main sur la borne, eh bien, je peux resetter mon équipement, retomber sur l'écran de gestion des fichiers de configuration au travers de sa configuration par défaut et réinjecter une configuration plus ancienne. Bien sûr, il est tout à fait conseillé de stocker ces fichiers de configuration en local sur son PC pour pouvoir y réaccéder quand j'en ai envie. Alors, quoi que conserve la borne en termes de fichiers de configuration, j'aurai toujours à minima 3 fichiers, le system default, le last good et le startup config, les 3 que j'ai surlignés en bleu ici. Alors, system default, c'est le fichier texte de configuration de la borne dans sa version de firmware actuelle. Ça veut dire que si par exemple je reprends mon trombone et que je reclique sur le bouton reset physiquement à l'arrière de ma borne, c'est exactement cette configuration-là que la borne va s'injecter avant de redémarrer. Elle revient en configuration usine pour le firmware dont elle dispose actuellement. Last good, c'est un instantané de la configuration au moment où elle a démarré pour la dernière fois. La dernière fois que la borne a démarré, avant de vous donner la main sur n'importe quelle interface de configuration que ce soit, elle a stocké sa configuration, qui est une configuration qui fonctionne puisque ça lui a permis de booter. Elle a stocké sa configuration dans ce fichier last good. Donc, tout ce que j'ai fait depuis
qu'elle a démarré n'est pas dedans. Et si je veux revenir à l'état qu'était le sien au moment du dernier démarrage, il me suffit de sélectionner Last Good et de cliquer sur Apply. Et enfin, le Startup Config, c'est la configuration qu'elle utilisera lorsque vous la redémarrerez la prochaine fois. Mais c'est également la configuration actuelle de la borne en temps réel. Toutes les manipulations que vous allez pouvoir opérer au travers de zones, au travers de l'interface graphique, au travers de la ligne de commande, vont automatiquement être stockées dans le Startup Config. Donc, c'est la conf en temps réel de ma borne. C'est cette configuration, par exemple, que je vais pouvoir copier en local, évidemment avec un autre nom, ma conf de 10h55 ou de midi 1, peu importe, .conf, ou que je vais pouvoir, si je le souhaite, télécharger en local sur mon PC. Ces fichiers de conf sont des fichiers texte dont je peux m'inspirer, par exemple, pour aller taper des lignes de commande dans une autre borne du même modèle et du même firmware, ou fichiers de configuration que je peux injecter directement sur une autre borne du même modèle qui dispose du même firmware que celui qui a été utilisé pour créer ce fichier de configuration. Donc voilà pour les écrans de gestion des firmwares et des configurations. Donc on l'a vu, pour mettre à jour une borne en termes de firmware, pour l'instant, je dispose de deux solutions. Premièrement, au travers de Zone, pour aller chercher un binaire en local ou automatiquement le firmware en line depuis Zone, et également au travers de son interface web de configuration. Autre possibilité, si ma borne est contrôlée, c'est le contrôleur qui va s'occuper de la gestion de ses firmware. Si la borne est nébulisée, c'est Nebula qui va s'occuper de la gestion des firmware de l'équipement nébulisé. Alors, une fois que ma borne dispose du bon firmware, qu'elle a été rendue accessible sur le réseau local, je peux potentiellement venir changer sa configuration IP. Là encore, Zone m'a aidé tout à l'heure pour renouveler le bail ou changer l'adressage IP. Je peux très bien me passer de Zone et venir directement dans l'écran de configuration pour venir ici, jouer sur le menu Network pour venir changer la configuration réseau actuelle de ma borne. Pour le moment, elle est toujours client DHCP. Je peux la passer, si je le souhaite, en IP fixe avec l'IP de mon choix. L'IP, le masque, la passerelle par défaut et le serveur DNS que je veux utiliser. Alors, en configuration usine, cette configuration réseau me permet l'accès à ma borne au travers d'un environnement réseau VLAN non tagué. C'est traditionnellement comme cela qu'on va administrer les équipements actifs. Mais si je le souhaite, je peux très bien changer cette configuration VLAN. Pour plus de précision, je vous invite à venir me rejoindre dans le cours Switch et les premiers cours Switch qui font référence au VLAN. Et pour le moment, je travaille dans un environnement VLAN numéro 1, dans un environnement dit natif. Natif signifie que l'environnement VLAN que j'ai choisi d'utiliser sera systématiquement détagué. C'est l'environnement Ethernet traditionnel. On a vu tout à l'heure que dans le diagramme de configuration, ma borne allait régulièrement chercher à découvrir s'il existait un contrôleur de point d'accès. AC Discovery, Access Point, contrôleur, découverte du contrôleur des points d'accès. Le mode automatique signifie qu'elle va chercher au travers de l'option 138 si un contrôleur est disponible, sinon elle enverra du broadcast. Je peux très bien empêcher cette découverte automatique en précisant à la main l'IP ou les IP du ou des contrôleurs Wi-Fi de mon environnement, ou je peux très bien directement désactiver cette recherche de contrôleur, ce qui empêchera qu'elle cherche l'option 138 et qu'elle continue à broadcaster dans un environnement, par exemple, où toutes mes bornes seraient systématiquement autonomes. Tout comme je peux aider la borne à mieux contacter les services de Nebula, si jamais j'ai besoin de spécifier qu'un serveur proxy me permet l'accès au web, et c'est par le biais de ce serveur proxy que ma borne sera capable de contacter l'environnement Nebula, où je peux totalement empêcher ma borne de chercher à contacter l'environnement Nebula. Donc voilà comment configurer correctement l'environnement réseau de ma borne. Alors, avant de terminer, je souhaite vous parler également de la notion d'objet dans la borne. Cette notion d'objet, elle est très présente, au même titre qu'elle l'est, et elle l'est encore plus dans les routeurs de sécurité ZXL, les USG, les iWall, les ATP, etc., puisque ce sont ces objets qui vont me permettre de configurer la manière dont elle va diffuser son environnement Wi-Fi. J'ai dans le menu de configuration ici, dans l'arborescence, un menu objet qui va me permettre de créer tout un tas d'objets dont les valeurs vont me permettre de définir
la configuration de ma borne. J'explique. Imaginez que vous ayez besoin qu'un utilisateur s'authentifie pour X raisons sur la borne. Je peux créer un utilisateur. J'ai ici un utilisateur pré-créé qui est l'admin. C'est par le biais d'ailleurs de cet utilisateur que je vais pouvoir changer son mot de passe. C'est également par le biais de ce menu objet que je vais créer des objets relatifs à la diffusion même du signal Wi-Fi, diffusion physique par le biais des profils radio, un profil radio en 2,4, un profil radio en 5 GHz, et les deux objets qui sont là vont me permettre de définir physiquement comment la borne va diffuser. Est-ce qu'elle diffuse en 2,4, est-ce qu'elle diffuse en 5, est-ce qu'elle diffuse sur tel ou tel canal, ou est-ce que la borne doit choisir automatiquement le canal de diffusion? Bref, tout un tas d'informations qui seront revues très précisément dans le cours traditionnel en présentiel. Malgré tout, ce sont bien des objets dont j'ai besoin pour manipuler la configuration de ma borne. Ce sont également des objets qui me permettent de diffuser de manière logique mon environnement Wi-Fi, des SSID, des sécurités, des profils de filtrage MAC ou des profils d'isolation de niveau 2. Encore une fois, rassurez-vous, tout ça est vu beaucoup plus en profondeur dans le cours Wi-Fi 1. Ce sont des objets que je vais pouvoir modifier, créer, supprimer en fonction de mes besoins. Je vous donne un exemple. J'ai besoin de créer un environnement Wi-Fi sécurisé au travers d'une clé. Mais je vais pouvoir créer un objet spécifique qui va avoir un nom que je vais choisir ici. Rappel pour le nommage des objets, pas d'espace, pas d'accent, pas de caractère ésotérique autre que de l'alphanumérique. Un objet ne peut pas commencer par un chiffre, mais il peut contenir des chiffres. Donc, je vais créer ici ma clé pour le Wi-Fi de l'hôtel, avec une sécurité que je vais choisir et une clé que je choisis d'insérer ici. Je crée ainsi autant d'objets que je peux en avoir besoin dans la configuration globale de ma borne. Et les objets vont s'appeler les uns les autres. Mon SSID, qui est un objet, va venir appeler ma sécurité. Ma borne va venir appeler l'objet de SSID que je viens de créer. Alors, spécificité de ces bornes, elles ont déjà des configurations préétablies qui diffusent un réseau Wi-Fi. Les objets préétablis et préexistants s'appellent tous default, ce qui peut parfois rendre les choses un peu complexes et peu ergonomiques, puisque j'ai des objets default qui appellent d'autres objets qui s'appellent aussi default. C'est pas très clair tout ça. Donc, la plupart du temps, lorsque je crée une configuration Wi-Fi de toute pièce, je commence par créer de nouveaux objets dont je vais moi-même choisir le nom. Je vais moi-même choisir ces noms de manière à ce qu'ils soient clairs pour moi et respectant les conventions de nommage. Donc, un objet ne peut pas être supprimé s'il est en cours d'utilisation. Un objet, s'il est modifié, va venir impacter toute la configuration de la borne. Je vous donne un exemple. J'ai choisi que mon SSID utilise la clé que j'ai définie juste avant et que ce SSID soit réellement utilisé par ma borne. Eh bien, si je modifie la clé, automatiquement, ma borne va diffuser un SSID dont la clé aura été changée aussi. Donc, la modification d'un objet impacte tous les autres objets qui font appel à l'objet que j'ai modifié. Donc de proche en proche, je vais ainsi très facilement changer la configuration de ma borne. Donc, je vous ai remis dans le support de cours un slide vous montrant l'endroit où l'on vient créer, modifier, supprimer les objets dont je pourrais avoir besoin dans la configuration de ma borne. Pour terminer, je voulais évoquer avec vous le menu système dans lequel, entre autres, je vais pouvoir régler la date et l'heure de ma borne. Important d'avoir des équipements actifs qui sont correctement horodatés, ne serait-ce que pour la gestion des logs et pour la compréhension de ce qui se passe bien ou de ce qui se passe mal sur l'équipement. Donc, la première chose que je vais faire, c'est choisir le bon serveur de temps. Celui qui est configuré par défaut fonctionne parfaitement. Ici, je choisis d'interroger un serveur de temps situé peut-être plus proche de moi. Et puis, évidemment, je dois définir quel est le fuseau horaire qui est le mien et est-ce que le pays dans lequel je me trouve utilise un décalage heure d'été, heure d'hiver. Donc, par exemple, en France, nous changeons d'heure le dernier dimanche de mars et octobre à 2 et 3 heures. Ce qui me permet d'avoir une borne qui est maintenant correctement configurée en termes de date et d'heure. Alors, c'est également par le biais du menu système que je pourrais, si je le souhaite, définir les moyens d'administration qui seront les miens lorsque je voudrais accéder à ma borne. Par exemple, est-ce que je souhaite continuer à potentiellement administrer ma borne par le biais de l'HTTP ou est-ce que je souhaite exclusivement utiliser l'HTTPS?
Est-ce que je souhaite continuer à ce que ma borne soit administrable en ligne de commande au travers du protocole SSH? C'est le cas par défaut. On peut très bien le désactiver si on n'en a pas besoin. Évidemment, le telnet, qui est aussi un mode d'administration en ligne de commande, est désactivé par défaut. Est-ce que je souhaite le réactiver? Bref, toutes ces méthodes d'administration de ma borne, je peux, si je le souhaite, les modifier. Donc voilà pour les quelques informations initiales que je souhaitais vous communiquer et qui nous permettront ensuite de mieux commencer le cours traditionnel Wi-Fi 1 en présentiel. Je vous remercie pour votre attention et puis j'espère maintenant rapidement vous voir dans nos salles. Merci à vous.